Vous avez l'impression qu'Israël a intérêt à provoquer l'effondrement de l'autorité palestinienne, Emmanuel Navon? D'abord, remettons les faits mettons les points sur les i sur les faits. D'abord, vous parlez de 3 millions, je ne sais pas de quelle statistique vous parlez. Vous rajoutez 1 million sur le nombre de résidents arabes de la Cisjordanie. Ils sont 2 millions et demi selon la plupart des démographes. Et ils ne sont pas occupés par Israël, ils sont sous l'autorité de l'autorité palestinienne. 98% de la population arabe a son propre gouvernement depuis les deuxièmes accords d'Oslo en 1995. Donc ça, c'est pour remettre les faits et les points sur les i. Maintenant, c'est sûr qu'Israël n'a aucun intérêt à reprendre en charge, comme c'était le cas avant les accords d'Oslo, la gestion quotidienne de la population arabe de Cisjordanie. C'est d'ailleurs pour cela que l'autorité palestinienne a été créée. Simplement, l'un des résultats de la création de l'autorité palestinienne a été qu'au lieu d'en faire un gouvernement de gestion et de construction d'une société civile, les fonds versés par la communauté internationale, en particulier l'Europe, ont été utilisés pour acheter des armes illégales et pour bâtir une infrastructure terroriste qui a été utilisée, on l'a vu au moment de la seconde intifada, et c'est uniquement après l'opération Rempart que Israël a menée en 2003 que ces attentats ont cessé. Donc il est là pour Israël effectivement un dilemme, à la fois, comme vous l'avez dit, c'est vrai, Israël n'a aucun intérêt, aucune volonté de contrôler une population qui continue, contrairement à ce que vous dites, n'est pas occupée, mais est sous le contrôle direct de l'autorité palestinienne, mais d'un autre côté, effectivement, la façon dont l'autorité palestinienne se conduit pose des questions sécuritaires très sérieuses, des questions de corruption. Et là, il y a effectivement un rôle de la communauté internationale à jouer pour faire pression sur l'autorité palestinienne pour mettre fin à cette corruption. Le président Bush, fils, en 2002, avait parlé d'un processus de démocratisation comme une condition nécessaire à l'établissement d'un État palestinien. Ce processus de démocratisation, on attend toujours de le voir. Alors on a vu ce soir, ça vient d'être annoncé que la Belgique et le ministre belge des Affaires étrangères qui devait se rendre en Israël pour une visite officielle de 2 jours, l'a annulé après que Netanyahou lui ait fait savoir, donc à Didier Reynders, qu'il ne le recevrait pas en raison de la mesure d'étiquetage des produits israéliens provenant des implantations qui a été soutenue notamment par la Belgique. Ça vous semble prendre des proportions inquiétantes cette affaire justement parce que les Palestiniens trouvent que l'Europe ne va pas assez loin, mais pour Israël ça va trop loin. Je pense qu'Israël est en train d'appliquer la politique de l'autruche. Elle met la tête dans le sol et elle dit « je ne vois pas ». Et d'ailleurs, comme on l'a entendu tout à l'heure, quand on parle des faits, on veut dire solennellement qu'il n'y a pas d'occupation. Ça, je ne connais pas les faits qui parlent de pas d'occupation, alors que le monde entier est en train de regarder qu'il y a un peuple entier qui est colonisé, qui est occupé par l'État d'Israël. Donc le problème du ticketage est un problème qu'Israël est en train de faire face sur la scène internationale. Et ça fait quelques mois et quelques années que cette stratégie est en train de prendre une force, c'est-à-dire que sur la scène internationale, on est arrivé à mettre Israël, on lui a touché la poche, et apparemment c'est le point le plus faible de l'État israélien. Parce que justement, ils savent que ce ticketage met Israël de côté, elle est niée par le monde entier, par les pays qui adoptent cette politique. Donc l'Union européenne en l'occurrence. L'Union européenne. Et ceci est très grave c'est pour ça que d'ailleurs Israël est en train de tout faire pour changer ce ticketage. Il est en train de prendre des stratégies qui sont complètement aberrantes, c'est-à-dire dire que des industries qui se sont implantées dans les territoires occupés alors qu'elles ont des bureaux à l'intérieur de la ligne, ce qu'on appelle la ligne verte, pour ces industries-là, Israël veut dire qu'ils ne sont pas des produits de colonisation. On essaie de mener une politique qui ne veut pas être touchée par les gouttes d'eau. Et ceci, je pense qu'il est très grave parce que Israël ne comprend pas que une fois que la colonisation et l'occupation aura fin, je pense qu'il y a beaucoup d'immenses problèmes qui vont s'évaporer complètement, mais elle a peur de prendre cette initiative. Je comprends cette peur, je comprends qu'Israël veut d'abord être sûr d'avoir cette sécurité, mais on ne peut pas donner de remède, on ne peut pas penser à une politique de main de fer contre les Palestiniens et croire que ceci va donner le remède. Vous avez l'impression que c'est ça la clé aujourd'hui du blocage? Parce qu'il y a la poignée de main mais il n'y a rien derrière. C'est parce qu'Israël ne veut pas aborder ce sujet des implantations? Israël, je le rappelle, a quitté la bande de Gaza complètement en 2005. On a vu le résultat.
Est-ce que c'est cette soi-disant occupation qui fait que le Proche-Orient est en flammes, est une grande zone de guerre, que l'Irak est implose, que la Syrie implose? Enfin, regardez dans quelle région nous vivons et mettons les choses en perspective. Est-ce que c'est le fait qu'Israël contrôle partiellement les territoires au-delà de la ligne verte? C'est ça la cause de l'instabilité au Proche-Orient? Bien sûr que non. Maintenant, en ce qui concerne l'étiquetage de l'Union européenne, il faut bien comprendre une chose. C'est que l'Union européenne, ici, a une politique de deux poids, deux mesures. On sait que l'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté israélienne au-delà des lignes d'armistice de 1949, dont, entre parenthèses, dans le plateau du Golan. On se demande aujourd'hui à qui l'Union européenne veut que Israël rétrocède le plateau du Golan, à quelle partie de la Syrie qui n'existe plus. Non, l'Union européenne, je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu quand vous disiez des choses inexactes et diffamatoires. Ne m'interrompez pas quand je dis la vérité, je mets les points sur les i. Bien sûr. Lorsque l'Union européenne dit qu'Israël doit rétrocéder le plateau du Golan, à qui? À Bachar Assad? À l'État islamique? Maintenant, en ce qui concerne cet étiquetage, il faut bien comprendre qu'il y a des dizaines de conflits territoriaux à travers le monde, dont dans l'Union européenne elle-même. Je vous rappelle que le nord de Chypre, Chypre est un membre de l'Union européenne, est occupé par la Turquie depuis 1974. L'Union européenne n'a pas de politique d'étiquetage pour les produits qui viennent en provenance du nord de Chypre, n'a pas de politique d'étiquetage pour les produits qui viennent du Sahara occidental qui est occupé par le Maroc depuis 1975, et la liste est beaucoup plus longue. Et par conséquent, Israël doit exiger de l'Europe une politique, pas de deux poids, deux mesures, mais une politique claire pour tout le monde. Que l'Europe applique la même politique aux autres territoires contestés dans le monde que je viens de rappeler, comme le nord de Chypre, comme le Sahara occidental, comme le Tibet. Ou alors, ce que devrait faire Israël, à mon sens, c'est de se pourvoir à l'Organisation mondiale du commerce, dans lequel il y a un mécanisme où on peut exiger que les pays n'appliquent pas de politique de deux poids, deux mesures. Ça fait partie des statuts de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, Israël aurait une très bonne chance d'imposer à l'Union européenne soit d'appliquer cette même politique d'étiquetage à tous les territoires disputés dans le monde, soit de l'éliminer. C'est ça, à mon avis, qui devrait être la stratégie. Israël aurait de très bonnes chances de gagner dans un processus d'arbitrage à l'Organisation mondiale du commerce. C'est une procédure que beaucoup de pays utilisent, et pas, à mon avis, de faire des déclarations vides de sens ou d'annuler des réunions. Il faut simplement... recevoir le ministre belge, je pense que la stratégie d'Israël aujourd'hui doit être d'exiger un processus d'arbitrage à l'Organisation mondiale du commerce dans laquelle Israël aurait de très bonnes chances de gagner. Pour ce qui est de... il nous reste très peu de temps, mais on va essayer quand même d'aborder les suites ou pas de cette poignée de main. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une possibilité de rouvrir le dialogue, ou est-ce qu'on est vraiment là au point de non-retour, comme on l'a pas été depuis très longtemps malgré cette poignée de main d'hier? Dialogue, on dirait qu'il y avait un dialogue. Apparemment, c'était beaucoup de mots pour ne rien dire. On ne peut pas parler sérieusement d'un dialogue qui existe entre Israël et l'autorité palestinienne concernant la solution finale pour les deux pays. Ce qu'on a entendu parler, c'est de la manière dont le Premier ministre Netanyahou est en train de diriger ce conflit israélo-palestinien depuis des années. Et puis rien ne se crée, tout se perd. Un mot là-dessus, 20 secondes. Simplement que Mahmoud Abbas a admis il y a 2 semaines qu'il avait rejeté l'offre de Ehud Olmert en 2008, qui incluait un retrait israélien de 99,5% de la Cisjordanie avec des échanges territoriaux. Vous mentez. C'est un fait historique qui est documenté par Condoleezza Rice, et Mahmoud Abbas a reconnu lui-même qu'il avait rejeté cette offre. Ça, c'est un fait historique. Ça a été diffusé à la télé israélienne, à mon avis, donc vous n'avez pas vu le film. Pas seulement à la télévision israélienne. Vous n'avez pas vu le film. Je vous arrête là tous les deux, on reprendra cette discussion, c'est promis. Merci Emmanuel.